Nous allons maintenant poursuivre avec Bruno Motin. Bruno Motin, qui est conservateur en chef du patrimoine au Centre de recherche et de restauration des musées de France, où il est chargé des études scientifiques des peintures de Chevalet. À ce titre, il interprète les documents d'imagerie scientifique et les analyses de laboratoire. Bruno Motin s'est intéressé tout particulièrement aux œuvres de Léonard de Vinci, la Joconde, la Vierge et Sainte-Anne, de Raphaël de Rembrandt, de Goya et également de Courbet. Il va nous exposer maintenant l'enjeu des analyses et de l'imagerie scientifique pour les décisions de restauration. Je voulais me permettre d'intervenir une seconde pour dire qu'après Bruno Motin, nous concéderons une pause parce qu'il faut couper la matinée en deux. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci déjà à toutes les personnes qui ont déjà parlé. Je crois qu'il est important de saluer le travail des restaurateurs qui est fait souvent avec beaucoup d'humilité, de modestie, de prudence, qui est généralement oublié. On voit l'œuvre, on ne voit pas le travail qui est fait dessus. Et je crois que c'est bien de mettre vraiment leur rôle en valeur lors de cette journée. Je vous remercie beaucoup pour cette initiative. Je vais de mon côté ajouter un autre volet, une autre facette à notre activité, puisque je travaille pour le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Vous avez beaucoup entendu parler de restauration jusqu'à présent. Vous en entendrez encore parler cet après-midi dans les interventions qui vont suivre. Et je souhaitais plutôt axer ma présentation sur l'axe recherche qui précède et qui accompagne le travail mené à la fois par les restaurateurs et par les conservateurs responsables de collection, avec lesquels nous travaillons vraiment en permanence. Le laboratoire auquel j'appartiens, donc, c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il est situé, je vais essayer de... Le voilà. Vous avez une vue du laboratoire donc qui est en sous-sol par rapport au jardin des Tuileries sur 3 niveaux. Il est situé à proximité immédiate du Palais du Louvre. C'est le petit cube rouge que j'ai indiqué sur le schéma à gauche, à proximité des ateliers de restauration de Flore, qui constitue l'un des 2 ateliers du C2RMF, l'autre étant situé aux Petites Écuries de Versailles. Et il compte environ 70 chercheurs qui ont pour particularité de mêler les différentes spécialités. Il y a des historiens de l'art, comme moi-même, il y a des scientifiques, des chimistes, des physiciens, des informaticiens, des restaurateurs aussi, de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et nous essayons donc de travailler ensemble, d'avoir un langage commun pour mieux approcher les œuvres d'art, essayer de mieux les comprendre, essayer de mieux réfléchir avant d'agir. Ce qui est important, en fait, c'est de documenter, d'accumuler le maximum d'informations avant d'intervenir sur les œuvres pour essayer d'éviter les erreurs. Notre chance, c'est d'appartenir donc à un laboratoire, dans l'autre sens, qui est l'un des plus anciens au monde. C'est pas souvent signalé, mais ce laboratoire a été fondé en 1931, mais il n'a pas été fondé par l'administration française, en tout cas pas à son initiative, mais par 2 médecins argentins, messieurs Menini et Pérez, qui ont jugé nécessaire que le Louvre, ce grand musée, se dote d'un équipement digne de ce nom en matière d'analyse de laboratoire. À l'époque, l'idée c'était surtout de profiter des développements de la radiographie qui était née au début du XXe siècle pour en faire profiter, en faire bénéficier essentiellement les peintures. Mais d'autres techniques sont venues s'adjoindre très rapidement en fait à la radio, notamment des choses un petit peu exotiques. Vous voyez à gauche le docteur Menini travaillant sur un appareil de son invention, le pinacoscope, qui ne sert absolument à rien, mais qu'il était très content d'avoir inventé c'est une sorte de microscope amélioré pour l'étude des œuvres. Alors l'intérêt de cette date ancienne de 1931 est le fait aussi que ce soit un laboratoire qui travaille pour l'ensemble des musées français. Nous travaillons aussi bien pour le musée d'Orsay que pour tous les musées de région. C'est aussi peut-être son défaut, c'est d'être extrêmement centralisé et d'avoir une documentation exceptionnelle.
Nous possédons en effet au laboratoire plus de 15 000 radiographies d'œuvres, ce qui est considérable. Je crois qu'aucun établissement au monde ne peut se targuer d'avoir une telle documentation. Nous possédons plus de 20 000 prélèvements de matière et des dizaines de milliers de photographies sous différentes lumières, ainsi que des milliers de rapports d'études d'œuvres, ce qui nous permet en fait d'avoir très vite une documentation de base essentielle pour approcher une problématique ou un artiste. Alors, pour ne pas trop disperser mon sujet... Ah, c'est dans l'autre sens, celui-là. Voilà. J'ai choisi de me concentrer sur un seul artiste, de donner quelques exemples tirés principalement du musée d'Orsay, mais pas uniquement. L'artiste au hasard, c'est Courbet. J'ai pensé que c'était intéressant. Je terminerai un tout petit peu par l'atelier du peintre, mais pas essentiellement, pour vous montrer un petit peu ce que nous faisons. Donc, préalablement à toute intervention de restauration, on fait donc des dossiers d'imagerie qui sont à la fois des constats d'état, qui permettent de documenter l'œuvre avant toute intervention et qui orientent le travail qui sera mené par les restaurateurs. Voici un exemple de dossier donc pour un tableau sublime du musée d'Orsay, La Truite, de 1873, donc juste après la Commune, un moment où Courbet est torturé par les suites de la Commune. Il est en train de penser à s'enfuir. Et on dit qu'il se représente sous la forme de cette truite qui est sortie de l'eau, qui n'a plus son élément vital et qui est en train de suffoquer, en fait, n'ayant plus son moyen de vivre. Alors, pour ce tableau, nous avons fait une photographie en lumière directe, que vous avez en haut à gauche, une photographie en lumière rasante. Celle-ci n'est pas très parlante, malheureusement, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet tout de même de mettre en évidence les effets de matière. Courbet associe à la fois la matière extrêmement fluide et souple à des gros empattements qui peut travailler au couteau, et c'est une des choses qui donne beaucoup de vie à ses œuvres. La photographie sous infrarouge traverse les vernis et nous donne des informations sur la composition, sur les couches les plus profondes de la composition. La photographie de fluorescence UV nous donne des informations sur l'état du vernis superficiel. On voit grâce à ce document que le vernis de la truite est assez homogène, il est déjà oxydé et couvert de quelques petites retouches qui sont localisées principalement sur le corps du poisson et un petit peu à sa droite. La photographie du revers nous montre que l'œuvre est dans un état de conservation exceptionnel. C'est absolument remarquable. Le châssis est le châssis d'origine. Le tableau n'a jamais été rentoilé, ce qui n'est pas si fréquent pour des œuvres du 19e siècle. C'est un tableau qui a juste été troué à un endroit et on a une petite pièce donc, dans l'angle inférieur droit qui est venue combler ce petit manque. Mais on est donc confronté à une œuvre dans un état de conservation impeccable, ce que confirme la radiographie. Donc vous avez une vilaine photographie en bas à droite que j'ai faite pour cet exposé. C'est pas ce qu'on a d'habitude, hein, je vous précise, hein, c'est bien meilleur d'habitude. Où on voit juste quelques petites lacunes assez localisées qui ne se prêtent pas à conséquence. Ces dossiers, en fait, ils dictent l'intervention de la restauration, ils donnent ce qu'il nous restera à faire. Et dans ce cas précis, il est évident qu'il faut être le plus prudent et le plus mesuré possible. Il faut garder tous les éléments constitutifs de l'œuvre. Il ne faut chercher à ne pas intervenir. Il faut garder cette œuvre peut-être en la décrassant superficiellement, mais ne pas rentoiler, ne pas changer le châssis. Garder cette œuvre dans son état primitif. On a cette chance rare pour la truite et c'est vraiment une occasion à saisir. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, pour toutes les œuvres. Voilà un tableau que vous connaissez tous, c'est L'origine du monde, un tableau de 1866 du musée d'Orsay. Ce tableau, donc, c'est un des plus célèbres du musée, c'est un des incunables du musée. Je l'ai étudié vers 2007 et vous voyez que lorsque j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, les bords étaient inaccessibles puisque tous les bords sont protégés par du papier de bordage que l'on met en restauration lorsque l'on désire protéger les bords d'une œuvre, notamment lorsqu'on doit procéder à un rentoilage. On met souvent ce type de papier. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas du tout eu d'interrogation sur le format original de cette œuvre et que j'ai été profondément surpris lorsqu'on a trouvé la tête, soi-disant, de ce tableau. Je ne m'y attendais pas. Il est vrai que très vite on s'est aperçu que ça ne collait pas, que les proportions de la tête par rapport à ce corps n'étaient pas tout à fait adaptées, que la reconstitution était un petit peu compliquée à imaginer, mais malgré tout j'ai repris tout le dossier et voilà, donc vous voyez, vous avez une vision des bords de l'œuvre qui était inaccessible, et en regardant à nouveau la radiographie,
que voici. Donc voici la radiographie de l'origine du monde. On voit que le tableau donc, a été victime de 2 déchirures que j'ai surlignées en rouge et qui affectent la cuisse droite et puis une partie du sein. Et lorsqu'on regarde de près la radiographie, on s'aperçoit sur les bords que les bords ont été qu'on aperçoit les tranches originales de l'homme, mais que sur les tranches du châssis, il y a des petits bouts de toile qui subsistent, qui sont plus attachés à la partie principale de la toile, mais qui semblent collés au niveau du décompte fil à fil avec la partie centrale. Grâce à Isolde Pluder-Machin, conservatrice au musée, et à Isabelle Kahn, nous avons pu demander à une restauratrice de procéder à l'enlèvement des papiers de bordage pour voir ce qui se passait. Voici donc Patricia Vergès en train d'enlever les papiers de bordage de l'origine du monde, ce qui a été fait il y a quelques mois. Et on a pu observer donc très nettement que des bords de toile ancienne subsistaient, que ces bords appartenaient à la toile, puisqu'il y a quelques petits fils qui subsistent, qui sont encore attachés à la toile originale, donc c'est bien la suite de la toile, et que ces bords sont simplement couverts d'une préparation grise, crème on va dire, sans aucune trace de peinture par-dessus. Donc c'est la démonstration que cette peinture est complète, qu'il ne s'agit pas d'une espèce d'extraction un peu grossière d'une peinture de plus grand format, mais d'une œuvre en tant que telle, provocante, brutale, mais conçue par Courbet comme telle, ce qui lui donne encore plus de qualité. Il ne faut pas que d'imaginer que Courbet s'amusait à découper un sexe dans un grand tableau. Donc c'est une œuvre qui est conçue comme telle et qui mérite d'être conservée comme telle. Et il ne faut surtout pas imaginer une tête. Et ça peut du coup, le simple fait d'imaginer la tête nous entraîne à des restitutions qui sont fausses par rapport à l'authenticité de l'œuvre. Il faut se méfier donc de ce type d'interprétation et souvent se référer au document ou à l'œuvre elle-même pour vérifier nos hypothèses. Autre exemple, c'est un tableau du musée du Petit Palais qui représente 3 baigneuses, qui est un tableau qui est assez curieux puisqu'il est étrange. C'est un tableau de Courbet donc des années 1865-6 je crois, mais il faut quand même vérifier, qui est assez étrange au niveau de la composition. C'est une jeune femme nue qui descend se baigner dans un plan d'eau. Elle est en déséquilibre. On a du mal à voir où se trouve son bras droit. En fait, son bras droit est enroulé derrière la jeune femme qui se tient à l'arrière. Elle s'assoit à moitié sur un rocher. Elle est maintenue par une magnifique jeune femme rousse que l'on voit de dos. C'est une composition extrêmement curieuse qui est dérangeante et que j'avais envie d'étudier. Ceci d'autant plus que j'avais pu repérer qu'elle avait un rapport très étroit avec la source du musée d'Orsay. Ce rapport n'est pas très évident quand on l'observe ici. Simplement, il y a 2 femmes nues vues de dos, mais ça s'arrête un petit peu là. Mais lorsqu'on observe la radiographie de la source, que voici, on voit que dans une première composition de la source, c'est bien, j'insiste sur ce détail-là, il y avait une figure complémentaire représentant une femme sur le point de se baigner dans l'eau, avec une petite tête supplémentaire entre les 2 corps féminins qui évoque vaguement la tête d'un enfant. Donc la question, c'est comment pouvait-on expliquer qu'il y ait cette espèce de migration d'un tableau sur l'autre et quel était le lien qui pouvait les unir. Et j'ai eu la chance de pouvoir étudier donc les 3 baigneuses assez récemment et d'en faire une radiographie que voici. Alors première surprise, cette œuvre n'est pas une peinture sur toile, mais c'est une peinture sur papier. C'est un papier d'étude, une feuille d'étude en fait de Courbet, une feuille d'étude qui est de plus petit format que l'œuvre actuelle, puisqu'elle est constituée d'une feuille centrale, agrandie sur 4 côtés par des bandes de papier supplémentaires qui ont été posées par Courbet très tard dans la jeunesse de l'œuvre, à un moment où il a décidé de faire changer le statut de son œuvre et de la faire passer du rang de simple feuille d'étude à un rang de peinture de chevalet. C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de faire rentoyer son œuvre pour lui donner un autre aspect. Donc première surprise, c'est une étude sur papier. Et deuxième surprise, la première composition n'est pas dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal. Voici la première composition. Vous voyez donc qu'elle représente, je refais en arrière pour voir, je vais simplement basculer l'image pour vous montrer ce qui se passe avant et après. Vous voyez qu'elle représente, qu'elle représente une femme allongée,
un bras est accoudé sur un petit rocher, l'autre se perd derrière le corps, les pieds sont un petit peu flous parce qu'en fait ses pieds se baignent dans l'eau. C'est une étude qui doit être mise en rapport avec une composition qui a été retrouvée au musée d'El Ghazireh au Caire, qui représente la source, où on retrouve exactement la même position de la figure, où on voit l'eau, où on repère les mêmes empattements pour le rocher. Et que, donc on peut penser que Courbet a commencé à travailler sur une première pensée qui était donc en rapport avec cette source et qui lui a permis de mener à bien la peinture aujourd'hui au musée du Caire. Cette peinture, ce papier d'œuvre, Courbet a retravaillé dessus en modifiant l'emplacement des bras. À gauche, grâce aux techniques de fluorescence X en 2 dimensions, nous avons pu mettre en évidence la présence de 2 bras relevés au-dessus de la tête de la jeune femme, qui montre donc un second état dans cette composition, second état qui évoque les œuvres que Courbet peint vers 1868 avec des femmes nues les bras levés, comme par exemple ce nu de Philadelphie. Vient ensuite le problème de la source. Ce qu'on observe en fait, c'est que les 2 nus ont un aspect assez différent. Le nu de gauche est extrêmement flou, c'est une ébauche, c'est quelque chose qui n'est pas très poussé, alors que le nu de droite est, lui, lancé d'un seul jet. On a l'impression que Courbet n'a pas hésité, mais avait déjà préparé ailleurs sa composition avant de l'exécuter. Quand on compare donc cette radiographie de la source à gauche avec celui des baigneuses à droite, on remarque que Courbet a transformé sa figure, a basculé de 90 degrés sa composition pour en faire une composition verticale cette fois-ci, et a déplacé le corps de la jeune femme en relevant la tête et en déplaçant les bras, en reprenant le corps pour transformer sa baigneuse allongée en baigneuse sur le point de se baigner. La composition, donc, telle qu'on la voit sur cette radiographie, était un petit peu déséquilibrée sur la gauche. Donc Courbet a rajouté une figure à droite, qu'une figure de jeune femme rousse que l'on voit de dos. C'est à ce moment-là donc, que les 2 peintures se rejoignent. Je pense que Courbet hésitait sur la composition de la source, a donc retravaillé sur une feuille d'étude sa composition, avant de reprendre la composition de la source en rajoutant la figure nue vue de dos, de façon à ce que les 2 compositions prennent ensuite leur vie propre, puisque sur la source, le nu de gauche a disparu, tandis que sur la droite, pour les 3 baigneuses du musée du Petit Palais, Courbet a donc décidé d'agrandir sa composition, de la transformer en vraie peinture de chevalet. Il a redéplacé la figure rousse. Vous allez voir que le corps de la figure rousse va bouger entre cette image et la suivante, pour en faire de coup une composition à part entière qu'il va essayer de pousser. Cette composition, il ne l'aura pas complètement terminée, malheureusement, puisqu'il va être obligé de la laisser en l'état lorsqu'il va quitter Paris pour aller se réfugier en Suisse. Cette composition lui sera volée et il ne pourra pas la retoucher, il ne pourra pas la parachever. Ces observations sont importantes pour connaître Courbet, pour comprendre un peu son mécanisme, son fonctionnement, mais sont aussi extrêmement importantes pour savoir comment restaurer cette œuvre. Ces 2 œuvres, d'ailleurs, l'œuvre notamment du Petit Palais. En effet, on sait que l'œuvre est inachevée, donc il ne faut pas s'amuser à interpréter des parties inachevées comme des parties lacunaires, il faut les laisser comme telles. Il faut accepter donc certaines faiblesses, certaines zones un petit peu moins poussées, comme pour les fesses de la jeune rousse. Il faut comprendre que l'articulation à l'arrière n'est pas extrêmement précise du fait du basculement de la composition en cours de route. C'est donc pour cela que ça se passe. Il faut donc traiter cette œuvre comme un document à part entière, extrêmement respectueusement, et soucieux de laisser en évidence toutes les strates de l'histoire de ce document tout à fait étrange. J'en termine là avec l'atelier du peintre. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça mérite véritablement un sujet à part entière, mais je voulais quand même en parler puisque le lancement de la restauration est maintenant officiellement annoncé. C'est une peinture magnifique que vous pouvez tous bien sûr voir actuellement, même dans sa cage vitrée dans les salles du musée d'Orsay. Pour préparer donc la restauration de cette œuvre, nous avons fait numériser une vieille radiographie qui existait déjà, une radiographie de 1977, qui a été donc numérisée planche à planche et assemblée afin qu'on ait une image d'ensemble de la composition. C'est un document vraiment exceptionnel que l'on a pu avoir. C'est la 2e plus grande radiographie que nous possédons, après les Noces de Cana de Véronèse. Où on voit très nettement l'assemblage de morceaux de toile. On constate que Courbet en fait est parti d'une composition assez petite qui se limitait aux les 1 et 2, qu'il a agrandi sur la droite, puis a agrandi en périphérie pour arriver à ce format exceptionnel de l'atelier actuel.
On peut voir donc que là encore, comme on l'a pu voir sur les trois baigneuses, Courbet a constamment repris son œuvre, l'a remodifiée, l'a transformée. Et cette zone qui paraît si achevée, si poussée, est en fait le fruit d'une réflexion que l'on observe sur les différents documents. Par exemple, voici la réflectographie infrarouge, où l'on remarque que la tête du nu a été déplacée. Là, vous voyez les contours de la première tête du nu. Vous voyez que son dos aussi a été repris. On voit que là, il y avait probablement soit un dos placé différemment, soit peut-être un tombé de tissu qui allait sur l'arrière. Et en regardant la radiographie, on voit aussi que beaucoup de choses ont été changées en cours de route, que Courbet est quelqu'un qui n'hésite jamais à reprendre ses compositions. Vous voyez par exemple que la palette qui est maintenant carré était à l'origine ronde, que le nu a été déplacé, que le chat a été déplacé, que le rythme des tableaux a été transformé. Là, je reviens en arrière pour vous montrer tout cela. Que le rythme des tableaux a été transformé, que c'est une peinture qui est le fruit en fait, d'une longue maturation. Cette peinture, donc, on l'étudie grâce à l'imagerie, mais aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel je voulais insister maintenant, grâce à différents prélèvements qui sont faits par les équipes du laboratoire, prélèvements qui permettent de connaître couche après couche les composants de l'œuvre. Voici un prélèvement qui a été fait sur les cribleuses de blé de Nantes. C'est un autre tableau qui est en restauration, qui appartient au musée de Nantes, qui date de la même époque que l'atelier du peintre et avec lequel il y a beaucoup d'analogies, beaucoup d'affinités qui peuvent être établies. Et on essaye donc de rassembler tout ce qui peut être connu sur l'artiste pour être plus pertinent en fait dans notre analyse de l'atelier. On a par exemple dû réexaminer les prélèvements faits sur la falaise d'Étretat et la Vague pour essayer de comprendre comment il structurait ces couches, comment il bâtissait ses compositions, parfois de façon un petit peu rapide, parfois un petit peu empirique, ce qui peut poser des problèmes. Et sur l'atelier, les problèmes de soulèvement sont probablement liés à des superpositions de couches de réactivité différentes. Et tout ça, c'est important pour essayer de cibler au mieux donc le processus de restauration de l'atelier du peintre, un tableau magnifique qu'il faut traiter avec prudence, avec subtilité. Je crois que vous verrez très prochainement et très progressivement que le résultat va être à la hauteur de nos espérances. Voilà. Donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce travail, puisque c'est un travail collectif au sein du centre et que je ne fais que représenter. Voilà. Merci.